Bien, bonjour à tous. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Maurice Pincus, ingénieur électricien, voilà, qui, après un bref passage dans l'industrie, a travaillé longtemps pour les organisations professionnelles d'employeurs industriels, l'UIMM, pour ceux qui connaissent, et aussi la Fédération des industries électriques et électroniques. Et puis qui a fait donc un long passage à la CTI, puisque j'ai été membre, j'ai fait de nombreux mandats à la CTI et un certain temps en tant que vice-président. Je suis maintenant chargé de mission et je laisse Jacques se présenter. Bien. Alors, Jacques Scharfenstruber, je suis professeur de l'Institut Mines Télécom, alors plutôt côté mine, puisque mon domaine est le génie des procédés, plus que l'électronique et les télécommunications. Je suis actuellement, je suis professeur précisément à l'école des mines d'Albi, et je suis actuellement détaché au ministère de l'enseignement, au ministère de l'économie et de l'industrie, au service qui assure la tutelle des écoles des mines et des télécoms. Donc les écoles qui dépendent de ce ministère, et je suis membre de la CTI depuis 2010 et membre du bureau depuis 2012 à peu près. Voilà, et je me suis pas mal investi dans les accréditations internationales de la CTI, que ce soit en Suisse, en Belgique ou au Burkina Faso. Jacques connaît très bien la Belgique. Ah oui. Il a fait des campagnes. Et c'est bien. Et c'est chocolat. Bien, nous allons donc faire un duo, hein, nous relayer pour vous présenter la CTI. Hein, d'une part, ce sera l'essentiel. Et puis également le label EURES, hein, puisque cela fait partie des accréditations délivrées par la CTI. Et puis il y aura donc voilà, un panorama des accréditations de la CTI, et puis aussi tout à la fin eh bien, l'état des projets de collaboration, de partenariat entre la CTI et l'EICA. C'est comme ça qu'on dit. L'EICA. Alors la CTI, hein, ça a été dit hier, c'est une institution très ancienne, ça a été redit ce matin, elle fait partie des premières agences, alors on ne disait pas d'accréditation hein, à cette époque-là, mais en 1934, avec l'accroissement des besoins d'industrialisation, de développement, de nouvelles technologies, il y a toujours des nouvelles technologies, de nombreuses écoles d'ingénieurs. En France, il y a des écoles d'ingénieurs très anciennes, hein, qui ont plusieurs siècles. Et puis, il y a eu, au début du XXe siècle, une accélération de la création des écoles d'ingénieurs, en particulier avec un certain nombre d'écoles d'ingénieurs privées. Voilà. Et parmi ces écoles, disons qu'il y a eu une volonté d'introduire une forme de régulation et aussi d'introduire une forme de contrôle qualité hein, pour garantir, pour multiples raisons, hein, la qualité de cette formation d'ingénieurs, à la fois pour que les ingénieurs réalisent des travaux conformes à ce qu'on attend, et puis aussi pour que les employeurs soient rassurés, les familles soient rassurées. C'est l'intérêt de l'accréditation, je crois, encore aujourd'hui. Et donc en 1934, une loi crée la commission des titres d'ingénieurs, et on peut dire que c'était assez innovant, puisque finalement la plupart des principes encore en vigueur aujourd'hui étaient inscrits déjà dans cette loi de 1934, et en particulier dès l'origine, et on y reviendra bien sûr, parce que c'est une des grandes caractéristiques de la CTI, la notion de parité hein, entre les membres académiques d'un côté et professionnels du monde de l'entreprise de l'autre. Les activités d'accréditation de la CTI, donc, elles permettent donc d'accréditer des établissements à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Et en fait, ce que produit la CTI,
ce sont des décisions pour ce qui concerne les écoles privées et des avis donnés au ministère de tutelle s'agissant des établissements publics. Lesquels avis, à 99%, sont suivis par les dits ministères de tutelle. Aussi, à ce stade, ce que l'on peut dire, c'est que l'accréditation à durée déterminée, périodique, on va dire, pas à durée déterminée, parce qu'on ne la retire pas tous les jours quand même, mais disons périodique, hein, et on a insisté auparavant sur l'intérêt d'avoir une évaluation périodique. Ceci a commencé en fait seulement en 1996 ou 97, je crois, où a été instituée une évaluation tous les 6 ans pour les écoles d'ingénieurs et donc une accréditation depuis à ce sujet. Il se trouve que pour les établissements du ministère de l'Enseignement supérieur, le contrat quadriennal est devenu quinquennal. Et du coup, la CTI a fait l'effort de passer de 6 ans à 5 ans pour ces évaluations périodiques pour être en phase avec les contrats des établissements d'enseignement supérieur de ce ministère. Et les autres ministères s'y sont pliés. Alors, pour ce qui est des accréditations hors de France, donc depuis aussi l'origine, je pense, ça a été introduit cette possibilité d'accréditer des établissements d'enseignement supérieur étrangers par un processus qu'on appelle l'admission par l'État, qui permet de donner aux diplômés de ces établissements les mêmes droits en France, la même reconnaissance que pour les diplômés des écoles françaises. Et puis, dernier en date des accréditations, le label EURES, que nous vous présenterons tout à l'heure plus avant. L'organisation de la CTI, donc c'est une commission plénière. Alors donc c'est le principe de la CTI, c'est que ce sont finalement les membres de la commission qui agissent, et non pas seulement qui statuent, ce sont les membres de la commission qui effectuent les missions avec l'appui d'experts, mais c'est un fait important et qui ne se retrouve pas dans tous les systèmes d'accréditation, que voilà, cette commission plénière finalement est renouvelée périodiquement. Les mandats, ça a été dit ou laissé entendre, sont de 4 ans renouvelables une fois. On ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Je vous expliquerai comment j'ai pu en faire plus. Et donc, mais en fait, tous les 2 ans, il y a une partie des membres qui sont renouvelés. Voilà, il y a des décalages qui sont introduits à une époque. Et donc, tous les 2 ans, il y a un renouvellement de la commission, et donc de nouvelles personnes qui arrivent et qui se forment et qui apprennent leur métier de membre de la CTI. Donc, on retrouve là la parité. Alors, c'est pas une photo, hein, c'est pas une photo. Je ne sais pas où on est allé trouver d'ailleurs cette gravure. Alors, il y a la parité membre académique, membre du monde académique. Il n'y a pas encore la parité des genres à la CTI, mais c'est en progression constante. Lors de chaque renouvellement, depuis maintenant quelques années, finalement, on voit le corps féminin, j'allais dire envahir, non, c'est pas sympathique, venir plus nombreux finalement parmi les membres de la CTI, et ça se fait assez naturellement et progressivement sans injonction forte de la part des organisations qui désignent. Alors, il y a un bureau, bien évidemment, composé d'une dizaine de personnes, le président, 2 vice-présidents et d'autres membres, qui préparent les commissions plénières et puis aussi qui analysent un certain nombre de sujets et font des propositions à la commission plénière. Et puis, depuis quelques années, a été mis en place un conseil d'orientation stratégique. Cela faisait suite à une réflexion stratégique de la CTI sur son évolution, sur son avenir, et on s'est dit à ce moment-là qu'il serait intéressant d'avoir l'avis de personnalités extérieures, voilà, à la fois du monde professionnel, du monde de la recherche, du monde académique. Ça a été mis en place il y a quelques années, et je vais dire qu'un bilan doit être fait de
de ce conseil d'orientation stratégique, car c'est pas si simple pour les personnes extérieures et qui comprennent mal le monde de l'accréditation, le monde des écoles d'ingénieurs, de réellement participer à l'élaboration d'orientation stratégique. C'est un sujet pour la CTI, je vous le dis. Voilà. Sinon, bien évidemment, le bureau assure les relations institutionnelles, propose des stratégies, le management. Nous avons aussi des comités, des groupes de travail pour l'international. Jacques Schwarzentrubert a évoqué quelques activités internationales qui se sont développées ces dernières années. Et également un groupe qualité interne de la CTI, et un groupe qui prépare donc les nouvelles versions de références et orientations. Voilà, c'est le référentiel de la CTI, le référentiel global de la CTI, et c'est quelque chose qui est revu et on l'espère amélioré tous les 2-3 ans. On va dire 3 ans en fait. Il y a une version récente qui est parue, et contrairement aux précédentes qui ne s'est pas à chaque fois voilà, augmenté en termes de volume, mais au contraire un effort a été fait de simplification, d'organisation et de clarté et de cohérence aussi, parce que c'est pas toujours si simple. Alors, pour aller plus dans le détail sur la fameuse parité et les membres, d'où ils viennent, par qui les propose, sachant qu'ils sont nommés par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Je me tournais vers Jacques pour savoir si c'était éventuellement co-signé par d'autres ministères. Non, c'est le ministère de l'enseignement sur proposition d'autres ministres. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être sur proposition d'autres ministres. Côté académique, il y a donc une représentation de la diversité des écoles d'ingénieurs en France, qui sont sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et qui peuvent être des établissements ou des composantes d'établissements, en particulier des composantes d'universités. Et puis il y a des écoles d'ingénieurs, des établissements d'autres ministères, la défense, de l'équipement, de l'industrie, de l'agriculture. Voilà, pas mal de ministères ont aussi la tutelle des écoles d'ingénieurs. C'est une particularité. Et puis des écoles privées. Et les écoles privées, c'est en gros, en nombre d'ingénieurs diplômés, c'est un peu plus du quart des ingénieurs diplômés en France. Des membres côté socio-économique, et là, à l'intérieur de ceci, il y a aussi une parité entre les représentants désignés par les organisations d'employeurs, le MEDEF et la CGPME, et les organisations représentant les ingénieurs. Et dans les représentants des ingénieurs, il y a les 5 centrales syndicales de salariés reconnus, plus l'IESF, ingénieurs et scientifiques de France, qui aussi, alors ça ressemble à un ordre des ingénieurs, mais ce n'est pas un ordre des ingénieurs, il n'y a pas d'ordre en France, mais un certain nombre d'activités des IESF se rapprochent finalement de ce que pourrait faire un ordre des ingénieurs. Je laisse la parole à Jacques. Voilà, tranquille. D'accord. Pas trop. Voilà. Merci. Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'est la CTI, et même si le cœur de notre sujet est de parler des accréditations à l'international, il faut quand même commencer par vous expliquer ce que nous faisons en France et comment nous fonctionnons vis-à-vis des écoles françaises. D'autant que je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien les écoles françaises, ou peut-être même vécu des épisodes d'accréditation d'écoles françaises, de choses comme ça. Et ça permet aussi d'expliquer les différences avec ce qu'on fait à l'international. Alors, première chose en France, il n'y a pas d'ordre d'ingénieur, comme le disait Maurice, et la profession d'ingénieur n'est pas protégée. C'est pas comme médecin, il n'y a pas d'exercice illégal de la profession d'ingénieur. Il y a beaucoup d'ingénieurs d'ailleurs qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur. Donc ingénieur, c'est des métiers, c'est des fonctions dans l'entreprise, mais il n'y a pas de réglementation sur le métier lui-même. Par contre, en termes académiques, le titre d'ingénieur diplômé, lui, est protégé, et donc n'importe qui ne peut pas se dire ingénieur diplômé.
Et là, il faut effectivement avoir son diplôme. L'autorisation de délivrer le titre d'ingénieur diplômé se fait donc, après accréditation par la CTI. Donc ce sont uniquement des programmes accrédités par la CTI. Alors vous avez compris la distinction, pour les écoles privées, c'est la CTI tout seul qui décide, pour les écoles publiques, la CTI se contente de donner un avis au ministère, mais les ministères suivent de façon presque systématique. On a un ou deux cas où ça a changé dans toute l'histoire, où les ministères n'ont pas suivi pour des raisons d'ailleurs pas très avouables, du côté des ministres. La CTI, mais globalement, c'est comme, on peut dire que c'est effectivement la CTI qui décide de l'accréditation, et cette accréditation, ça porte effectivement une reconnaissance professionnelle. En général, ça assure des rémunérations de bon niveau, un statut, un emploi quasiment assuré en France. Un point aussi important qui est une différence d'ailleurs avec la Tunisie, si j'ai bien compris, c'est que le diplôme d'ingénieur est un diplôme d'établissement. Quand vous vous dites ingénieur diplômé, il faut toujours dire de quelle école. C'est-à-dire écrit dans la loi. Ensuite, donc, comme vous l'a dit Maurice, tous les programmes conduisant au diplôme d'ingénieur sont soumis à une accréditation périodique. Donc désormais, on est en train de passer, c'est un peu compliqué de 5 à 6 parce que ce sont de nombreux premiers entre eux, donc ce n'est pas d'une évidence absolue selon les endroits, etc. Mais 5 ans donc, sera la durée de référence et la durée maximale d'accréditation. Ceci dit, lorsque la CTI se rend compte qu'il y a des défauts assez graves, elle peut décider d'accréditation restreinte pour des durées plus courtes, de 2 ans, 3 ans. Ça se fait assez couramment. La CTI peut même décider d'arrêter les programmes d'ingénieurs. Si vraiment ça ne va pas du tout, alors ça ne se fait pas de façon aussi simple, on commence par donner une accréditation très limitée d'1 an, en disant c'est 1 an avant fermeture, et si au bout d'1 an, un certain nombre de défauts majeurs n'ont pas été réglés, là effectivement il peut y avoir décision d'arrêter un programme d'ingénieur ou d'arrêter une voie d'acquisition d'un diplôme. Donc globalement, en France, il y a un peu plus de 200 établissements habiliteurs, ça change tous les jours parce qu'il y a des créations, il y a des fusions d'écoles assez régulières, et qui délivrent près de 600 diplômes d'ingénieurs. Donc, parce que la même école peut, comme par exemple l'ENIT à Tunis, donner des diplômes dans différentes spécialités. Voilà, alors, ces écoles donc, sont soit des établissements en tant que tels, soit des composantes d'établissements, parce qu'il y a des composantes d'université, elles peuvent être publiques et privées. Environ 35 000 ingénieurs diplômés par an en France, et on estime que la population totale d'ingénieurs diplômés, alors c'est toujours difficile à mesurer parce qu'il y a des départs en retraite, etc., mais c'est à peu près de 750 000 ingénieurs diplômés en France. Donc, en dehors de France, c'est prévu par la loi, comme ça a déjà été dit par Maurice. Alors, on a finalement 3 types de produits qu'on peut fournir ou vendre à l'étranger. Enfin, je ne sais pas si on les vend vraiment. Le premier, c'est l'admission par l'État. L'admission par l'État, la CTI vient visiter un établissement étranger, considère qu'effectivement, il remplit assez bien les critères que je vais vous expliquer après l'accréditation de la CTI et peut à ce moment-là décider proposer au ministre de l'Enseignement supérieur que ce programme soit finalement considéré presque à l'égal d'un programme d'ingénieur français. Alors c'est pas la même chose évidemment parce que c'est fait dans un autre pays, mais que les diplômés aient les mêmes prérogatives en France qu'un ingénieur diplômé français et bien sûr il peut bénéficier d'une attestation comme quoi son programme est reconnu par le gouvernement français. Alors, l'un des points importants, c'est que l'admission par l'État n'est pas demandée par l'établissement lui-même, mais elle doit être demandée par le ministère de l'Enseignement supérieur, par le gouvernement, en gros, du pays de résidence, au gouvernement français, qui ensuite transmet à la CTI.
Autre accréditation que nous pouvons évidemment délivrer en France comme hors de France, c'est le label EURACE. Donc là, c'est simplement sur demande d'établissement, c'est-à-dire dans cette procédure que nous sommes engagés vis-à-vis d'un certain nombre d'établissements tunisiens. Donc EURACE, on en parlera, mais c'est un label de qualité européen pour les formations numériques. Et puis, il y a une chose que nous sommes en train d'étudier, même parce qu'il commence à y avoir quelques demandes, c'est l'accréditation de formations dispensées dans un pays étranger par des filiales d'établissements français. Certaines écoles françaises envisagent de créer des antennes dans d'autres pays. Bon, personnellement, je ne trouve pas ça extrêmement pertinent. Je pense que le système utilisé par exemple par les écoles centrales qui sont de s'allier à un établissement de pays, typiquement voilà, Centrale Pékin, ils sont avec l'université au moins responsable, voilà, les étudiants reçoivent un diplôme de master chinois qui est reconnu, donc qui est accrédité en Chine et qui est admis par l'État français et donc qui leur vaut les mêmes prérogatives qu'un ingénieur français. Je trouve que travailler en collaboration avec l'établissement est quand même beaucoup plus intelligent que créer une antenne. Mais enfin, il y a des situations où c'est demandé par des pays étrangers. Le Qatar va absolument avoir une antenne de l'école supérieure des travaux publics, enfin, ils sont empêchés, etc. Mais on est surtout quand même sur les deux approches, admission par l'État et la validation. Alors pour vous donner un chiffre, bon, j'ai fait le décompte, actuellement nous avons 27 établissements étrangers qui délivrent des diplômes admis par l'État, et ça fait 126 diplômes différents. Et les pays concernés, oui, c'est la Belgique. Là je pense qu'en Belgique on a à peu près tout fait. Les ingénieurs civils, les ingénieurs industriels, les bio-ingénieurs, qu'ils soient wallons ou flamands, là on a couvert toute la Belgique. La Suisse avec le PFL, la Bulgarie, il y a 2 diplômes en bulgare dans des universités, une faculté francophone de l'université. Au Burkina Faso, bon, c'est le 2 IE, bien connu. En Chine, on a un nombre croissant d'établissements. Toujours dans le cadre, très souvent dans le cadre de partenariats franco-chinois, et le Vietnam avec les programmes PFIEB en particulier. Et puis pour le moment, on a aussi délivré uniquement le label EURACE sans admission par l'État à 2 établissements pour 2 diplômes. En Tunisie, c'est Esprit, il y a déjà 3 ans qu'il y a eu le label EURACE pour sa formation en informatique, ça, et puis alors, selon les cas, enfin, pour Esprit, ne demandait que le label EURACE, le Liban, il aurait bien aimé avoir l'admission par l'État, mais on a considéré qu'il ne remplissait pas tous les critères. Et donc, en cours, nous avons un certain nombre d'accréditations, en Tunisie, au Cameroun, au Maroc, et globalement, la charge de travail international de l'ACT augmente assez fortement. Je pense que si on prenait des arrêtés d'accréditation d'il y a 15 ans, on ne trouverait pas beaucoup d'établissements étrangers, alors qu'actuellement ça commence à faire une liste tout à fait significative qui est publiée tous les ans au journal officiel. Alors, un point aussi, sur lequel je veux insister, c'est les différences de timing entre une accréditation en France et à l'international. Parce que là, on a eu quelques points d'incompréhension, en particulier avec le Maroc, sur la façon le moment où nous pouvons décider d'une accréditation. Alors, en France, l'accréditation est un préalable à l'ouverture d'une formation d'ingénieur. C'est logique, en gros, la CTI, elle a, je ne vais pas le dire, enfin, droit de vie ou de mort sur les diplômes. Ce qui fait qu'un diplôme est un diplôme d'ingénieur, c'est que la CTI a dit c'est bon, vous pouvez y aller. Et donc, lorsque nous accréditons un programme en France, c'est en fait
nous donnons l'autorisation de recruter les premiers élèves qui vont obtenir le diplôme d'ingénieur à la fin. Et la plupart des programmes qui se créent en France sont des programmes qui sont créés ex nihilo. Et bon, il y a de temps en temps des programmes conduisant à des diplômes d'experts, etc. Enfin, donc, pas des programmes d'ingénieurs qui sont accrédités en tant que diplôme d'ingénieur. Hein. Mais là aussi, ceux qui pourront porter le titre d'ingénieur seront ceux qui seront rentrés dans le programme après la décision de la CTI. Hein. Donc, par contre, hors de France, et lorsque nous faisons soit de l'admission par l'État, soit du label EURES, la logique est différente puisque nous nous adressons à des établissements qui ont déjà leur diplôme. Si nous venons visiter une école d'ingénieurs tunisienne, elle existe déjà, elle a sa propre accréditation, sa propre autorisation de délivrer le diplôme venant du gouvernement tunisien. Nous ne pouvons pas donner l'autorisation. Enfin, ça n'aurait pas de sens que nous arrivions, nos petits Français, et dire ah ben, vous avez l'autorisation de recruter des élèves, hein, chacun dans son pays. Voilà. Donc, ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons, c'est nous reconnaissons, nous faisons un audit, et puis nous reconnaissons suite à cet audit que eh bien, les gens qui sont diplômés, et les gens qui sont diplômés à partir du moment où l'audit a été fait, peuvent effectivement soit porter le titre d'ingénieur admis par l'État, soit disposer du label EURES. Hein. Donc, lorsqu'on crée une formation à l'étranger, une nouvelle école, eh ben, elle ne peut pas demander a priori l'accréditation par la CTI, il faut qu'elle la demande une fois que l'ensemble du dispositif de formation sera déployé, sera mis en place. Voilà. Alors, oui, en termes d'accréditation internationale aussi, quelques points, parce que nous accréditons à l'international, mais nous aussi, nous sommes accrédités, hein, nous sommes surveillés, nous sommes soumis à des audits périodiques. Hein. Alors, la CTI est membre en particulier d'ENPOA, hein, le réseau européen pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, hein, ce qui suppose que, tant dans nos critères d'évaluation que dans notre mode de fonctionnement, nous sommes conformes aux ESG, hein, les lignes directrices des standards européens, hein, et ça c'est vérifié par un audit tous les 5 ans. Alors les ESG c'est quelque chose d'extrêmement important, hein, ce sont des règles d'assurance qualité, d'ailleurs bon, la CTI avec quelques autres partenaires a fait une traduction en français parce que la version initiale est en anglais et qui vous est remise d'ailleurs dans le document. Le fond des ESG, c'est de dire dans un système d'enseignement supérieur, c'est l'étudiant qui est au centre du processus. Et donc, ce que portent désormais les ESG de façon très forte, hein, c'est le concept. Ce qui compte, c'est les acquis de l'apprentissage de l'étudiant. C'est ça qui doit être mesuré, qui doit être certifié, hein, ce qu'il sait faire, ses compétences, ses capacités, ses connaissances. Et ce n'est pas le programme, c'est-à-dire quelles sont les connaissances transmises par un enseignant à un étudiant. Hein, c'est ce que l'étudiant est capable lui-même de faire de ça. Donc c'est ce qu'on appelle parfois la révolution copernicienne de l'enseignement supérieur, se centrer autour des étudiants plutôt qu'autour des programmes. Et la CTI aussi est membre fondateur donc, de LE2E, qui est donc, le réseau européen qui gère le label EURES, on parlera un petit peu plus tard. Hein, et donc là aussi, notre habilitation à délivrer le label EURES est renouvelée, je crois tous les 5 ans, peut-être un peu plus. Je crois que c'est ça. Je te passe la parole. Je continue. Je continue. On a fait notre planning, notre répartition, mais voilà. Alors, pour une accréditation, donc, quel est le processus que nous appliquons? Alors d'abord, selon le cas, hein, qu'il s'agisse, en France, c'est l'établissement qui demande, pour l'admission par l'État d'un programme, d'une formation hors de France, c'est le gouvernement qui demande, pour EURES, c'est l'établissement qui demande. Alors, j'ai mis en bouche ce qui est un peu caractéristique de notre nouvelle procédure pour les accréditations hors de France.
vu le nombre de demandes que nous avons, la capacité que nous avons à les traiter, avec les 32, et faire un audit à l'étranger, ça suppose quand même de la disponibilité, de réunir une équipe, etc. Donc nous essayons un peu et puis vu l'afflux de demandes aussi, on essaie un peu de réguler tout cela, en demandant donc désormais à tous les établissements étrangers qui demandent une nouvelle accréditation, pour ceux qui sont en renouvellement, c'est un peu différent, de déposer d'abord un dossier de recevabilité qui contient un certain nombre de renseignements. Je pense que certains d'entre vous l'ont lu et sont en train de le remplir, à ce que j'ai compris, parce qu'on a eu quelques questions dessus. Des renseignements parfois un peu comptables, mais qui permettent de nous faire une idée de l'école. C'est aussi, il faut bien le dire, nous arrivons souvent dans des domaines, dans des pays où nous ne connaissons pas très bien l'enseignement supérieur. On cherche à éviter aussi de mettre beaucoup de temps ou d'énergie sur des formations qui peut-être ne méritent absolument pas ou seraient complètement orthogonales à nos critères. Et donc plutôt que de venir faire un audit et puis finalement humilier les gens en leur disant ben, non, ça ne va pas, vous n'êtes pas du tout ingénieur, on préfère pouvoir avoir un point de vérification au départ. Ça nous est arrivé dans d'autres circonstances, mais de regretter d'avoir lancé une procédure d'accréditation, parce que voilà, on préfère donc mettre un dossier de recevabilité, donc qui contient un certain nombre de renseignements, aussi sur les compétences, sur le référentiel métier, sur les partenariats, voilà, et donc qui sont analysés ensuite par le bureau de la CTI, qui décide de donner suite ou non. Donc ça, c'est pour les établissements hors de France, puisqu'en France, on est obligé. Donc à partir de là, on constitue une équipe d'audit. Alors, il va y avoir une planification qui est prévue, à quel moment on va passer la planification à la fois de la période de l'audit, de la plénière à laquelle va être prise la décision, etc. Donc c'est une équipe d'audit. Alors, toujours au moins 2 membres de la CTI, 2 membres, parce qu'il faut que les 2 parités soient représentées. On y tient beaucoup. Même si, dans les faits, il ne faut pas croire que les académiques et les représentants du monde socio-économique s'opposent systématiquement. Au contraire, quand il y a des divergences au sein de la CTI, c'est souvent tout à fait... c'est pas selon cette ligne de séparation-là, mais c'est parce qu'on tient à ce que effectivement les différentes sensibilités soient bien présentes. Alors, les équipes d'audit sont en général complétées par des experts, souvent des experts un peu disciplinaires, ou alors des experts en sciences de l'éducation, donc des personnes qui font partie d'un panel auquel nous savons qu'ils vont faire appel, des experts internationaux, en général, pas plus, puisqu'ils coûtent un peu plus cher à déplacer, et puis nous tenons aussi à avoir des experts et des ingénieurs. Alors au moins pour tous les audits que nous faisons en France, c'est important, d'ailleurs c'est une recommandation très forte des ESG, et on se rend compte qu'effectivement avoir des experts et des ingénieurs qui regardent un programme avec leur point de vue, c'est très enrichissant pour nous aussi. Donc en même temps, l'établissement rédige son dossier d'auto-évaluation selon les critères majeurs qu'on va vous exposer après, et l'envoie à la CTI, ou plutôt d'ailleurs au greffe de la CTI, enfin vous savez pas si ça le règle ou pas. Ce dossier est analysé par l'équipe d'audit, qui doit le recevoir quand même quelques temps avant l'audit. La visite sur place, comptez 2 jours en gros. Parfois un tout petit peu moins, ça peut être 1 jour et demi, mais en dessous, un jour, même pour un seul programme, c'est souvent trop court. Donc la visite d'audit, elle est constituée d'entretiens avec la direction, les parties, et toutes les parties prenantes de la formation. Donc les parties prenantes sont naturellement au premier chef les étudiants,
les enseignants, les autres personnels, donc les personnels techniques, administratifs, on vient les écouter, les représentants d'entreprises partenaires, les diplômés, les anciens élèves. Donc on tient à avoir des entretiens avec tous ces groupes qui forment finalement les communautés qui tournent autour d'une école. Entretien bien sûr en présence de la direction, que les gens puissent s'exprimer librement. Oui, hors présence, oui. Bon, très souvent on visite les installations parce que voilà, on veut être certain que les moyens matériels sont bien là aussi. Et puis, consultation sur place de documents. Alors, il y a plein de documents qui ne peuvent pas être mis dans le dossier, mais on aime bien avoir des rapports d'élèves, des rapports de stage, des rapports de projet, des polycopiés, des comptes rendus des conseils, des comptes rendus des évaluations des enseignements faits par les élèves, etc. Tout ça, ça fait partie des éléments de preuve que peuvent apporter les écoles et qu'on essaye de regarder avec pas mal d'attention. Donc, à la fin de cette visite, donc le rapporteur principal, il y a toujours un rapporteur principal qui est le nom de la CTI, rédige ce qu'on appelle le rapport d'audit. Au départ, il y a le dossier écrit par l'école et le rapport d'audit écrit par le rapporteur principal. Ce rapport est soumis à la direction de l'école, donc on le renvoie, on dit si vous voyez des erreurs, corrigez-les, si vous n'êtes pas d'accord avec telle appréciation, dites-le. Voilà, c'est une phase un peu contradictoire. Et les points de désaccord de la direction de l'école seront de toute façon portés à la connaissance de l'Assemblée plénière. Ce rapport est ensuite présenté en plénière et le rapporteur principal fait une proposition à la fois de décision ou d'avis et de recommandation. C'est soumis au vote de la plénière. Ça peut être modulé, la plénière peut dire on va rajouter telle recommandation, celle-ci, etc. En fait, le rapporteur principal se contente de faire des propositions sur lesquelles que la CTI amende et vote. Et cet avis est ensuite, cet avis ou cette décision concerne des établissements, oui, un avis ou une décision, sont publiés sur le site de la CTI. Alors, lorsqu'il s'agit d'une admission par l'État, ça se traduit ensuite par une décision ministérielle qui est publiée dans un arrêté annuel qui recense toutes les formations d'ingénieurs accréditées. Lorsque le label RACE, il y a l'enregistrement par N2E qui publie sur son site la liste des programmes accrédités qui bénéficient du label RACE. Alors, un point sur lequel d'ailleurs on est. Alors, le dossier évidemment reste confidentiel. Ce que vous écrivez sur la formation, il n'est fourni qu'aux membres de la mission, enfin qu'aux membres de la CTI, aux membres de la mission d'audit, c'est quand même des choses, mais ça reste totalement confidentiel par ailleurs. Et pour le moment, les rapports détaillés et écrits par le rapporteur principal restent confidentiels aussi, même si ça c'est un point d'achoppement avec Anne-Gouard, puisque dans les ESG, tout devrait être publié. Nous, on publie un avis qui est un résumé du rapport. Là aussi, l'une des raisons, c'est probablement ça nous permet d'être très franc dans ce qu'on écrit, mais dans la mesure où ça reste confidentiel et que c'est quelque chose qui est dont connaissance seulement la CTI et l'école, ça permet aussi, en évitant de publier, d'éviter, lorsqu'on est un peu méchant avec une école, d'éviter de divulguer l'école publiquement. Voilà, alors là, comme un souci. Clic en bas, je sais pas. Allez, vas-y, je pense que ça soit. Attends, non. Oui, il y a un truc là, qui ne veut pas passer. Oui, alors quelques mots sur le dossier de recevabilité. Bon, enfin, je pense que ceux qui l'ont reçu ont vu de quoi il s'agit. Ce qu'on demande, c'est les données certifiées. Alors, ces données certifiées, on les demande à tous les établissements français, etc. Donc, c'est les données globales,
des données ou des renseignements sur plein de petits sujets. Et puis des données un peu plus textuelles, la liste des partenariats structurants, par diplôme délivré, les référentiels métiers, que doit être capable de faire un jeune diplômé, et puis et puis le référentiel de compétences qui va avec. Dernier point sur les tarifs, il y a des questions qui ont été posées aussi. Hein. Alors, bonne nouvelle, l'analyse du dossier de recevabilité, c'est totalement gratuit. Hein, vous ne payez que les frais d'email et de poste, éventuellement. Par contre, donc, un audit a un coût de base qui est de 8 750 €, auquel on rajoute par programme évalué 1 000 €. Donc, c'est-à-dire que comme il y a au moins un programme évalué, ça veut dire 9 750 minimum. 300 € pour le label Eurace, 300 € qu'en fait nous reversons à NA2E pour l'enregistrement du label. Le dédommagement des rapporteurs, par rapporteur et par jour, 200 €. Et le dédommagement du rapporteur principal, vu qu'il a un peu plus de travail, il a droit à 600 € en plus. Bon, vous pouvez calculer ce que peut vous coûter un audit. Je pense que par rapport à d'autres agences, on est relativement concurrentiel. Il ne faut pas oublier aussi dans les frais que on vous demande naturellement de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement des membres de la mission d'audit. Il ne faut pas qu'ils y soient de leur poche. Je laisse passer sur les référentiels. Voilà. Je voulais juste ajouter à propos des données certifiées. Je crois, je sais plus c'est hier ou ce matin, on a évoqué les classements et ce qui pouvait permettre finalement d'informer les familles ou les candidats sur les écoles de façon un peu objective. Ce que l'on constate en France, c'est que les revues, qui sont un certain nombre à effectuer des classements d'écoles d'ingénieurs, je dirais, de notre point de vue, qui connaissons un peu le sujet, ne sont pas exempts de défauts, à la fois sur le recueil des données, les critères, et donc c'était un peu une des raisons pour laquelle la CTI a créé ces données certifiées, c'est pour informer le public sur la réalité de ce que sont les écoles, des moyens qu'elles ont, de leurs résultats, etc., de façon le plus objective possible. On espérait que les revues, je ne vais pas les citer, puissent aussi, plutôt que de faire leurs propres enquêtes, interrogations auprès des écoles, utiliser ces données pour alors effectuer leur classement, pourquoi pas, selon leurs critères, mais à partir de données certifiées. C'est important. Le référentiel CTI. Alors, un point, effectivement, puisque notamment on le voit dans l'association NA2E, on a des agences d'accréditation dans certains pays étrangers qui évaluent des formations d'ingénieurs au niveau bachelor et au niveau master. En France, les formations d'ingénieurs sont au niveau master et par conséquent, pour l'instant, la CTI n'évalue les formations d'ingénieurs qu'au niveau master, en France forcément, mais également à l'étranger. On reviendra à propos de RACE. Outre les critères usuels d'assurance qualité, alors on a beaucoup parlé d'assurance qualité depuis hier, de management de la qualité, c'est vrai qu'une formation d'ingénieur a des caractéristiques particulières qu'il s'agit d'évaluer avec un certain nombre de critères spécifiques à ces formations d'ingénieurs, en particulier les compétences visées. Nous parlons depuis plusieurs années beaucoup de compétences à la CTI et là aussi, Jacques, à l'instant, évoquait la question des acquis de l'apprentissage versus, on analysait précédemment des programmes de formation. Aujourd'hui, on s'intéresse aux objectifs de ces programmes de formation et à la façon dont on va évaluer et attester que ces objectifs sont bien atteints et que les diplômés ont bien acquis un certain nombre de connaissances et de compétences. Le contenu des programmes, il faut quand même des programmes. Les formateurs, les enseignants ont besoin de programmes et nous vérifions
le lien entre les objectifs visés en termes de compétences et les programmes, les unités d'enseignement, voilà, qui aujourd'hui, on s'attend à ce que une matrice nous permette de bien vérifier que les unités d'enseignement permettent d'acquérir les compétences à atteindre. Aussi, alors c'est important, ça fait partie on parle d'ADN plus loin je crois, mais déjà à ce stade, la relation avec les entreprises, et on le voit là aussi par rapport à d'autres agences d'accréditation avec lesquelles nous travaillons, qui ont leurs critères. Je pense que la CTI a une orientation assez forte de ce côté-là. Alors peut-être que c'est lié à sa composition, peut-être d'ailleurs, mais pas seulement. Je pense que, et Jacques le disait à l'instant, les représentants du monde académique au sein de la CTI sont aussi attachés et regardent d'aussi près finalement le lien avec le monde des entreprises lorsqu'ils réalisent des audits. Aussi l'international et les besoins, alors, vous avez évoqué tout à l'heure la mondialisation, la globalisation et l'internationalisation, et la CTI d'année en année a apporté un regard de plus en plus important sur le caractère international des formations d'ingénieurs françaises pour que les ingénieurs formés soient bien aptes à développer des activités internationales à l'international. Déjà à parler l'anglais qui est la langue de communication internationale, mais pas seulement, si on peut apprendre d'autres langues vivantes, c'est bien. Je n'évoquerai pas la maîtrise du français, et là, aujourd'hui, on est obligé en France aussi. C'était hier, la certification Voltaire, j'ai vu, et il y a plusieurs écoles d'ingénieurs aujourd'hui qui commencent à aussi utiliser ces outils de certification. Ça, c'est un peu triste. L'international, alors le placement des diplômés, c'est essentiel. Essentiel parce que ce sont des résultats tangibles. On peut nous dire qu'on a les moyens, c'est merveilleux, on a des beaux équipements, on a des beaux programmes, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois que les jeunes sont diplômés? Et donc cette mesure du placement, de l'insertion, c'est quelque chose de très important. Et là, on le voit en France, lorsqu'on compare, c'est pas pour dire du mal, mais ça aussi c'est un sujet qui a été évoqué hier à propos de la mesure de l'insertion. C'est un sujet sur lequel on reviendra. On voit bien la différence entre les écoles d'ingénieurs et l'université. C'est dans la culture des écoles d'ingénieurs que de mesurer l'insertion, de suivre les diplômés, et ce depuis longtemps. À l'université, ça a commencé seulement il y a quelques années avec la mise en place d'observatoires, mais qui fonctionne quand même. Voilà, qu'on a doté de moyens parce que c'est nécessaire. C'est sûr qu'il faut des moyens, mais c'est important. Alors on va vous présenter les grands chapitres du référentiel CTI qui figurent dans référence et orientation, qui sont bien explicités dans référence et orientation, qui constituent l'ossature du dossier que les écoles doivent déposer pour leur demande d'accréditation. Alors on a dit hier finalement, pour trouver en gros les chapitres qui figuraient dans votre processus pour le statut EPST, sûrement, je pense que voilà, il n'y a pas de raison qu'on soit trop original les uns ou les autres en la matière. Ceci dit, sur ces critères-là, l'avantage que nous avons à la CTI, c'est l'expérience accumulée et le fait qu'en permanence, on s'attache à enrichir, à améliorer, à mieux définir finalement ces critères, à en faire évoluer certains. Alors, on va se relayer pour vous les présenter. Le premier chapitre a trait à la gouvernance. Donc la gouvernance de l'établissement, alors on tient à ce qu'il y ait une gouvernance forte dans les établissements qui délivrent le diplôme d'ingénieur. Cela va de soi, on va dire, lorsqu'il s'agit d'un établissement autonome. Alors c'est moins évident lorsqu'il s'agit d'une composante d'un établissement, une composante d'une université. C'est un point que l'on regarde, c'est-à-dire quelle est la marge de manœuvre finalement qu'ont les responsables de l'école
vis-à-vis des responsables de l'établissement qui est au-dessus. Autonomie de décision, réactivité pour l'orientation des formations et décision aussi financière, vous l'avez largement évoqué hier, capacité à prendre des décisions rapidement, de façon réactive et autonome selon les critères de l'école d'ingénieur. Gouvernance aussi, un point important, je ne suis pas sûr de l'avoir noté tout à fait dans votre référentiel, peut-être parce que vous ne l'avez pas précisé, il faut que les principales parties prenantes soient représentées dans les conseils. Les étudiants, les enseignants et les employeurs, les entreprises. Les entreprises, alors, c'est dans des proportions variables selon les types d'établissements, les statuts, mais en gros, je dirais qu'un quart doit être un minimum, quelque part. Et puis, ça peut aller parfois jusque la moitié des membres, des personnalités extérieures. Alors, dans les personnalités extérieures, il n'y a pas que des représentants d'entreprise, il peut aussi y avoir des représentants de collectivités territoriales qui jouent un rôle de plus en plus important d'ailleurs en matière d'enseignement supérieur. Alors, bien sûr, les moyens sont importants, très importants, et on attache une importance à vérifier, grande importance, à la question des ressources humaines, bien sûr. La ressource humaine, en particulier du corps enseignant, à la fois en nombre, et on regarde en particulier le ratio entre le corps d'enseignants permanent et les effectifs d'étudiants. Et je dirais que dans les établissements publics, ce ratio est tout à fait raisonnable, et même parfois on pourrait se dire que vraiment l'établissement a les moyens pour avoir de tels ratios. Par contre, c'est dans les établissements privés que parfois on est un peu juste. On est un peu juste et on pourrait avoir parfois plus de 20 étudiants pour un enseignant permanent, ce qui est là, la CTI tire la sonnette d'alarme et incite l'établissement à aller vers un ratio qui permette réellement à des personnes de s'investir et d'être présents auprès des équipes d'enseignants, des autres, des vacataires, mais aussi des étudiants, et d'animer vraiment l'école. Donc ça, c'est un point important. Aussi la qualité, bien sûr, de ces enseignants. Il faut, et de plus en plus ces dernières années, parce qu'on a voulu qu'un lien plus fort existe entre la formation et la recherche, eh bien, il faut qu'il y ait des enseignants-chercheurs en nombre et aussi, d'ailleurs, des enseignants-chercheurs habilités à diriger les recherches. On va regarder aussi, bien sûr, les équipements. C'est un point important. Alors, il y a des salles, certes, des amphis, mais aussi des équipements techniques dans une école d'ingénieurs en nombre suffisant. Des ressources financières. Je l'évoquais quelque part, finalement, pour les établissements publics. Alors, les établissements publics sont plus ou moins bien, ils ne sont pas tous dotés de la même manière, et en particulier selon leur ministère de tutelle. Je ne sais pas pourquoi je me tourne vers Jacques à ce moment-là. Selon leur ministère de tutelle, ils sont plus ou moins dotés, mais enfin suffisamment dotés quand même, on va le dire. Par contre, les établissements privés, forcément, ont un modèle économique plus compliqué parce que leurs ressources proviennent pour l'essentiel des frais de scolarité. Et donc, il ne faut pas aller à un niveau trop élevé de frais de scolarité. Mais en même temps, voilà, donc il faut. C'est un point que la CTI regarde, c'est à la fois le modèle économique et sa pérennité. C'est important. On aurait pu commencer par là. À la base, il faut pour l'établissement une stratégie claire et publiée. Et ça permet d'ailleurs de dire que la CTI n'a pas un modèle d'école d'ingénieur idéale. Ce qu'elle vérifie, c'est que l'école met en œuvre les moyens pour mettre en œuvre finalement la politique qui permet d'appliquer la stratégie qui a été définie. Et toutes les écoles d'ingénieurs n'ont pas la même stratégie. Toutes les écoles d'ingénieurs n'ont pas les mêmes objectifs en termes d'ingénieurs formés. Voilà, il doit y avoir un minimum de points communs, mais heureusement, je dirais qu'en France, on a une diversité d'écoles d'ingénieurs et donc
c'est bien pour les entreprises de profil d'ingénieurs formés. Et ce qui est important, eh bien, c'est que cette stratégie voilà, soit adaptée. Et la stratégie, c'est sa stratégie de développement, mais aussi sa stratégie de recrutement, etc. Le point B, ce sont les partenariats. Point très important, une école d'ingénieurs pour la CTI ne doit pas être une entité isolée. Par conséquent, les partenariats, c'est avec les entreprises. Voilà, l'école d'ingénieurs doit établir des liens forts avec les entreprises qui doivent, comme je l'ai dit, participer à ces conseils, participer à la vie de l'établissement, participer à la définition des objectifs des formations et à leur évolution, bien évidemment, participer aussi par des propositions de stage à faire aux étudiants, et aussi, plus que des stages, vous le savez sans doute, depuis maintenant quelques années en France, les formations en alternance se sont développées, y compris pour les formations d'ingénieurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on est entre 15 et peut-être qu'on tend vers 20% d'ingénieurs diplômés qui auront suivi une formation par la voie de l'apprentissage. Donc dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise où l'étudiant va passer la moitié de son temps à réaliser des activités, des projets en entreprise. Il y a eu une accélération ces dernières années, et ça a pas mal occupé la CTI d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est une décision qu'a prise la CTI, c'est que, y compris lorsque on vise un diplôme déjà habilité, si on le fait par la voie de l'apprentissage, il faut une habilitation à le faire par la voie de l'apprentissage, parce que la CTI va vérifier un certain nombre de caractéristiques de la formation spécifiques de cette modalité pédagogique qui est différente. Regardez le recrutement, alors ça aussi, important de le dire, la CTI a considéré que si on développait l'apprentissage, c'était en priorité pour permettre à un autre vivier, ou à un vivier complémentaire, supplémentaire, pour pouvoir former plus d'ingénieurs, d'atteindre l'objectif. Voilà, avec une autre pédagogie, avec l'aide de ce qui se passe en entreprise, une certaine motivation aussi supplémentaire qui permettent à des jeunes qui, à la base, ont peut-être moins de connaissances scientifiques, par exemple, finalement d'atteindre malgré tout l'objectif visé. Donc là, forcément, l'entreprise est nécessaire et son rôle est particulièrement important. Partenariat, je l'ai déjà dit, avec la recherche, ancrage avec la recherche. Alors la CTI n'évalue pas la recherche. Et d'ailleurs, elle va utiliser les évaluations des laboratoires faites par, en France, l'HCERS, qui évalue les laboratoires. Et donc la CTI, et c'est quelque chose qu'on va encore développer, puisque depuis quelques années, on essaie de développer la coopération entre HCERS, ça fait auparavant AERS, et la CTI, dans leurs activités d'évaluation lorsqu'ils vont évaluer les mêmes établissements. Et de plus en plus, les mêmes années, puisque comme je l'ai dit, nos périodicités se sont rapprochées, et parfois on va évaluer la même année les mêmes établissements. Donc il est nécessaire de se coordonner. Pour la recherche, donc on utilise ce que fait l'HCERS. Ce qui importe à la CTI, c'est pas tant l'efficacité, la performance des activités de recherche, c'est leur lien avec la formation. Et bien évidemment, la recherche va enrichir les enseignants-chercheurs, voilà, mais on tient aussi à ce que les étudiants soient directement enrichis par ces activités de recherche dans l'établissement. Voilà. Et qu'il y ait des liens, et qu'il y ait une découverte, qu'il y ait une initiation des futurs ingénieurs au processus de la recherche. Partenariat, l'international, tout ça est, je dirais, ancrage entreprise, recherche et international pour la CTI, c'est aussi important. Voilà, c'est 3 points aussi importants pour former des ingénieurs, on va dire, dignes de ce nom. Et donc, les écoles d'ingénieurs doivent développer des partenariats avec des établissements étrangers pour pouvoir, alors, autant que faire se peut dans des échanges équilibrés, mais ils ne sont pas toujours équilibrés, mais en tout cas, pour permettre à leurs étudiants français de trouver des terrains d'accueil à l'étranger, voilà, qui soient bien en phase et bien au niveau
de ce que l'on peut attendre pour la formation faite dans l'établissement. C'est important de ce point de vue, on en parlait avec Olivier, le réseau des écoles centrales par exemple, c'est un point pour lequel les réseaux peuvent mutualiser. Et évidemment, les ressources, les contacts, lorsqu'on a des bons contacts en Chine ou au Brésil, voilà, c'est pas utile que tout le monde aille au Brésil pour développer ses contacts. Donc ça, c'est un point important de mutualisation, de partenariat. Un point encore important, l'implication dans la vie locale. La plupart des écoles d'ingénieurs recrutent nationalement, souvent sur des concours nationaux. Voilà, les étudiants ils viennent de partout. Et aussi, ils repartent un peu partout, en France et à l'étranger d'ailleurs aussi. Mais malgré tout, il est important que l'établissement ait un impact sur son environnement. Et que l'environnement participe aussi à la vie de l'école et utilise pleinement les ressources, finalement, de ces écoles. Donc ça, c'est un point très important. Et donc ça peut être aussi bien sur le volet recherche, d'ailleurs, contribution au développement économique de la région. Point très important, raison pour laquelle les collectivités territoriales s'intéressent, impliquent, voire soutiennent parfois les écoles d'ingénieurs. En résumé sur cette question, je le disais au début, là vraiment la CTI aujourd'hui, alors les écoles peuvent être dans des groupes, des réseaux, mais même si elles sont une entité qui n'appartient pas à un réseau, aujourd'hui l'école ne peut plus vivre seule, isolée du reste du monde. Il est certain que pour atteindre les objectifs qui sont là en termes d'international, de recherche, d'efficacité de la formation, il faut se rapprocher d'autres établissements, d'autres partenaires. Jacques ? Oui, c'est à moi. Vu que je suis l'académique, c'est moi qui vais vous parler de la formation. Alors, la formation, en fait, vous verrez, c'est très lié aussi au partenariat qui vient d'évoquer Maurice, puisque pour beaucoup, c'est la mise en œuvre de ces partenariats dans la formation. Alors, la première chose, c'est que vraiment tout repose sur une démarche orientée compétences. Et ça, c'est le fait que nous estimons que le diplôme d'ingénieur est un diplôme professionnalisant. Donc, il ne suffit pas, pour l'avoir, d'avoir des connaissances, il faut avoir des compétences, des capacités d'action, etc. Et donc, la démarche compétences, elle doit partir de métiers cibles, définis en termes d'activité, pour se traduire en acquis d'apprentissage du programme, et en particulier dans ces acquis d'apprentissage des compétences. Et ensuite, ces compétences sont traduites, idéalement, en activité pédagogique. Et bien sûr, beaucoup d'écoles ont parcouru le chemin en sens inverse, parce qu'elles avaient depuis longtemps des programmes existants. Mais si ces programmes existaient, c'est qu'elles avaient quand même un peu réfléchi à leur utilisation et à leur impact dans la vie professionnelle. Mais désormais, on demande aux écoles de justifier leur programme par ce schéma-là, référentiel métier, référentiel compétences et activité pédagogique, qui sont liés. Donc on demande effectivement de faire une matrice qui prouve que les compétences attendues sont bien atteintes par l'ensemble des activités d'enseignement. Leur activité d'enseignement, c'est tout ce que doit faire un étudiant ou un élève en cours de formation. Ça inclut des stages, des projets, c'est pas seulement évidemment des cours qui sont suivis. Alors, ces acquis d'apprentissage, les acquis d'apprentissage, c'est un terme un peu générique qui couvre à la fois des connaissances, des capacités, des savoir-faire, des compétences. Voilà, c'est un peu le portrait de l'ingénieur à la sortie. Doivent être définis en relation avec les milieux professionnels, d'où l'intérêt du référentiel métier. Je veux dire, le référentiel métier, c'est pas l'universitaire qui va le définir, c'est bien l'entreprise qui définit, et doivent être cohérents avec les compétences générales de l'ingénieur telles que définies par la CTI. Alors bon, je vais peut-être vous faire j'ai mis un lien comme ça pour montrer que j'allais faire des liens sous PowerPoint, mais enfin on va les voir après, je crois qu'il vaut mieux continuer dans cette démarche. Alors, les points d'attention particuliers de la CTI. Alors, vous verrez que c'est peut-être un but de différence des critères strictement CTI avec les critères EUREIS.
Hein, vous avez vu que ce que je vous ai montré, on a des critères sur l'objectif de formation. La CETI rajoute aussi des critères sur ce qui se fait pendant la formation. C'est-à-dire qu'on impose un peu des éléments de poids. Parmi les points d'attention particuliers, on fait très attention au volume de face-à-face pédagogique. Le nombre d'heures qu'un élève passe en cours, ou en TD, ou en TP, face à un enseignant. Donc, le nombre d'heures pendant lesquelles il a une initiative quand même assez limitée, puisqu'il a une présence obligée. Alors c'est très bien, il en faut, mais il n'en faut pas trop parce que nous tenons absolument à développer des compétences. Les compétences, ça ne se mesure pas par des devoirs sur ça se mesure par des actions. Donc les compétences, on va les mesurer dans les projets, dans des stages, dans des choses qui sont faites finalement en dehors des heures de cours. C'est pas pendant un cours que vous pouvez prouver que vous savez appliquer le premier principe dans les... Peut-être encore. Et donc on a une règle assez stricte, qu'on impose de façon absolument draconienne aux écoles, pas plus de 2000 heures de face-à-face pédagogique sur les 3 dernières années, ce qu'on appelle le cycle ingénieur, c'est la même chose que chez vous. Je vous garantis que l'école qui nous affiche 2001 heures se prend une recommandation de la CTI. On est diabolique là-dessus. Les stages en entreprise. Évidemment, dans les compétences, vous verrez, il y a la capacité à s'insérer dans le milieu professionnel, etc. C'est bien. Nous disons, ça ne se fait pas simplement par des théories, il faut l'appliquer, il faut le prouver par des applications. Et donc, nous demandons 28 semaines de stage au minimum. Alors, du stage préférentiellement et prioritairement en entreprise. Pour quelqu'un qui a vraiment un projet de recherche peut faire un peu moins de 28 semaines en entreprise et remplacer quelques semaines en entreprise par des semaines de stage en laboratoire académique. Ces 28 semaines, alors ça c'est la règle en France, je vous rassure, lorsque nous sommes dans une démarche soit ERE, soit admission par l'État, on ne va pas l'imposer parce que ça dépend beaucoup des habitudes des pays avec lesquels on travaille. Pour prendre exemple l'EPFL, Lausanne, l'établissement quand même qui a une renommée internationale très très forte, dans certains programmes, ils n'arrivent pas à faire plus de 2 mois de stage pendant la scolarité. C'est vraiment la limite basse. Et encore, ils le font, ils ont accepté de le faire parce que la CTI leur avait dit si vous voulez être reconnu par nous, il faut quand même qu'ils fassent un peu de stage. Alors, une fois que le verre est dans le fruit, ça se développe tout seul, parce que après l'audit de l'EPFL il y a 2-3 ans, on voit que les étudiants sont de plus en plus demandeurs de stage, et que donc ils poussent l'école à leur donner plus de possibilités. L'ouverture vers la recherche, puisque c'est un grade de master qui autorise de continuer en thèse, il faut... c'est-à-dire c'est dans la loi française dit la formation d'ingénieur inclut des activités de recherche fondamentales doit compter. Alors, on y fait attention, en même temps on est prudent. Les écoles d'ingénieurs ne sont pas des écoles de préparation au doctorat. Elles sont fondamentalement des écoles qui préparent à des carrières en entreprise. Ceci dit, dans la mesure où le doctorat est aussi un moyen d'accéder aux entreprises, c'est un moyen d'accéder à des technicités tout à fait particulières, parce que les entreprises ont besoin de recherche, il est normal que la formation d'ingénieur prépare aussi à cela. Alors, vu le spectre d'écoles que nous avons à évaluer, il y a des écoles dont l'essentiel de l'activité est de la recherche. Pour un exemple que je connais bien, les mines de Paris, 80% de leur budget sert à faire de la recherche et 20% de faire de l'enseignement. Et donc c'est un centre de recherche qui a comme sous-produit des ingénieurs, en quelque sorte. Voilà. Et puis on a à côté de ça des écoles privées qui évidemment ont plus de mal à développer des activités de recherche. On sait moduler notre regard en fonction de l'établissement aussi. Et par contre, voilà, qu'il y a au moins des activités qui conduisent à faire des recherches bibliographiques au sens de la recherche, à être capable d'aller analyser, critiquer, comprendre un article scientifique de bon niveau,
être capable de concevoir des dispositifs qui permettent de vérifier telle hypothèse. C'est, voilà, souvent d'ailleurs le lien entre projet et recherche n'est pas si est assez merci, vous sentez que ma voix non mais vous savez, je suis mort, j'ai l'habitude de parler. Alors, le problème, c'est que pour m'arrêter, c'était assez difficile. Donc, on s'est adapté notre regard à ces activités de recherche, mais il faut que, quelque part, il y ait une ouverture à la recherche. Et la dimension internationale, puisque dans les critères de la CTI et de RACE, il y a la capacité à travailler en milieu international, donc il y a à la fois de l'interculturel, comprendre les gens de cultures différentes, c'est pas toujours évident. Savoir être humble lorsqu'on n'est pas chez soi, c'est des choses qui ne sont pas toujours innées à certains de nos élèves qui viennent de cursus extrêmement techniques, etc. Et puis aussi, évidemment, la capacité à s'exprimer dans d'autres langues. Et en anglais, on exige absolument un niveau B2. Et on est là, en France, très méchant, puisqu'on dit on ne veut pas que ce soit l'école qui atteste toute seule ce niveau B2, on veut que ce soit un organisme indépendant. Parce que la CTI, à un moment, avait eu l'impression de se faire un peu mener en bateau par des écoles qui disaient oui, ils ont tout parce que ça pouvait le faire. Alors, je continue. Alors, je ne sais pas très bien là, le défilement. Si comme ça, c'est mieux. Autre point particulier, la place des sciences humaines, sociales, ce qu'on appelle les SHESJ, les sciences humaines, économiques, sociales et juridiques. Ça couvre des choses comme l'économie, le droit, bien sûr pas le droit général, le droit public, on n'en a pas forcément très besoin, mais le droit du travail, le droit des sociétés, ça fait partie de la vie d'un ingénieur. Le management, les questions d'hygiène et sécurité au travail, les réglementations qui sont liées, et comment on fait pour assurer effectivement que les personnes qui travaillent en sortiront en bonne santé, les éléments sociologiques, parce que l'ingénieur, sur ces projets, il est toujours au contact de la société. Et il y a des questions d'acceptation, de l'innovation, etc., qui doivent arriver à se poser. Les questions d'éthique, dont on parlait déjà le secrétaire d'État ce matin, et l'innovation, la création d'activités, savoir créer une activité, c'est aussi, ce n'est pas seulement de l'imagination, c'est aussi des procédures à mettre en œuvre. Donc tout ça, on y fait très attention. Bien, c'est très lié au référentiel de compétences que l'on vise. Il est clair qu'un ingénieur qui veut uniquement faire de la recherche a peut-être un petit peu moins besoin de droit du travail qu'un ingénieur qui veut faire du management, qui veut faire de la production, mais il ne peut pas être complètement ignorant. On admet des modulations selon les profils d'ingénieurs, mais l'ensemble de ces choses-là, et en particulier l'économie, parce que l'ingénieur, c'est quoi? C'est un créateur de richesse, fondamentalement. Si on n'est pas capable de comprendre les impacts économiques d'un projet, c'est qu'on n'est pas ingénieur, on est un pur scientifique, c'est autre chose. Donc tout cela, ça fait partie du contenu de la formation. Alors vous me posez la question hier, je répondrai entre 20 et 30% de la formation doit correspondre à cette partie-là. 20 ou 30%, parfois les écoles trichent un peu en comptant les langues à l'intérieur. C'est cet ordre de grandeur un peu vague, mais ça fait vraiment partie de la formation, c'est l'un des piliers essentiels de la formation. Là aussi, l'autre point qu'on fait très attention, c'est le suivi des étudiants. Nous sommes dans une logique, je pense que vous en Tunisie et au Maghreb de façon générale aussi, où on n'entre pas dans une école d'ingénieurs par hasard, on y entre suite à une sélection. Lorsqu'un élève a été sélectionné, c'est qu'on estime qu'il est capable d'arriver au diplôme. Alors évidemment, vous avez toujours quelques-uns qui se mettent en roue libre et disent puisque je suis rentré, j'ai plus besoin de travailler. C'est des situations qui conduisent à des échecs, mais ça ne doit pas être la norme. Et donc on fait très attention au taux de réussite global des étudiants. Une école qui vous dirait je n'ai que 50% des entrants qui obtiennent un diplôme, ça nous poserait de vrais problèmes. Donc on est très, très attentif au suivi des étudiants, au soutien, et puis lorsqu'il y a un échec, voilà, un élève qui doit être réorienté, on l'aide à se réorienter. Ça fait partie
Du côté, une école d'ingénieur, c'est un peu une famille aussi. Hein, c'est pas... il y a quelque part des relations personnalisées aussi. Le respect des critères de Bologne, alors c'est des critères européens, sauf pas en Europe ici, mais je pense que vous les utilisez de plus en plus aussi, hein, les ECTS, capitalisation de crédit, on a réussi une unité de valeur, une unité d'enseignement, on a des ECTS et tout avec, on les garde pendant toute la scolarité, même si on peut nous, on garde ces ECTS, etc. Hein, pas de compensation. Hein. Ce qu'on veut, nous, c'est des compétences à la sortie. Et les compétences, elles ne se compensent pas. Vous ne pouvez pas dire, je vais compenser le fait que je suis mauvais en maths par le fait que je suis très bon en sociologie. Hein, il faut des deux dans la formation, mais il faut au moins avoir le niveau moyen dans les deux, voire être excellent dans les deux, mais vous ne pouvez pas dire, je compense telle matière par plus. Et puis la vie étudiante, là aussi, parce que il y a une chose qui est très importante, ça a été dit aussi ce matin ou hier, je ne sais plus, le fait d'avoir une vie de campus, le fait que les étudiants puissent s'investir dans des activités extrascolaires, qu'ils puissent faire des choses autres, qu'ils puissent faire de humanitaire, qu'ils puissent faire du culturel, c'est important. Hein, il ne faut pas les... Et c'est aussi pour cela que nous limitons d'ailleurs le volume horaire de la formation. Alors, en termes de recrutement des étudiants, bon, c'est le point D de notre référentiel. Bon, évidemment, il est très variable selon le pays dans lequel on se trouve, puisque le recrutement peut se faire selon des critères très, très différents. En fait, ce qu'on regarde quand même, c'est vérifier qu'il y a une stratégie de recrutement. C'est-à-dire qu'on dise bien quel est le type d'élèves ingénieurs que l'on cherche à faire rentrer dans l'école. On regarde la sélectivité, hein, on tient à ce que les formations d'ingénieurs soient sélectives, parce que c'est des choses un peu... c'est des processus de formation compliqués, qui sont difficiles pour les étudiants. Il ne faut pas faire rentrer des gens qu'on va conduire à l'échec, évidemment aussi. La diversité des voies d'admission, parce que... alors je ne sais pas comment c'est en Tunisie, mais en France, c'est vrai qu'on souffre beaucoup d'une sélectivité sociale à l'entrée des écoles d'ingénieurs, et tout particulièrement des grandes parisiennes, de l'école prestigieuse, retoquée par Boris, mais c'est pas bien joke, et ça pose de vraies questions d'ouverture sociale des formations d'ingénieurs, une capacité de recruter des élèves ingénieurs à partir de filières courtes comme les DUT, les BTS, ces choses-là. On y accorde de plus en plus d'intérêt. Les passerelles avec les formations universitaires aussi, c'est important. Donc on regarde de près aussi la diversité des origines sociales, géographiques. La mixité, alors là, on est épaté par les chiffres que vous avez, vous, en Tunisie, en termes de mixité. Là, il faudra nous donner la recette, parce que là, vraiment, on va apprendre à 50% de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Oui, on arrive en agronomie, enfin tout ce qui est agriculture, chimie, agroalimentaire. Alors dans le numérique, c'est une catastrophe. Et c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Et on regarde aussi les processus de mise à niveau des nouveaux admis, selon leur filière d'admission. Voilà, il peut y avoir des différences de capacité, de connaissances au départ. Comment on fait pour pouvoir... Un peu Maurice. Je vais accélérer parce que... Oui, on entend les ventres qui gargouillent. J'avais dit que je reviendrais sur l'emploi des diplômés. Hein. C'est effectivement un chapitre. Et avant de mesurer, il faut que les écoles préparent. Hein. Donc préparent bien évidemment en faisant en sorte que les jeunes diplômés aient des acquis, mais aussi soient préparés à la recherche d'emploi. Et à la façon de contacter les entreprises. Et d'ailleurs, les stages sont déjà une étape dans la façon de contacter les entreprises et de les rencontrer. Il doit y avoir dans les écoles un observatoire des métiers et des emplois, avec deux volets en fait. Il y a un volet veille sur l'évolution des secteurs, des activités, des métiers, des technologies, de façon à faire évoluer leur formation. Et là,
C'est important aussi qu'il y ait des activités de feedback qui permettent aussi de recueillir l'avis des diplômés et des employeurs sur les compétences qu'ont et dans quelle mesure ils correspondent bien à ce qui est attendu dans l'entreprise. L'autre volet de l'observatoire, c'est l'observation de l'insertion et le suivi. Donc il y a l'insertion immédiate, et on met quand même un point d'honneur dans les écoles d'ingénieurs à ce que l'insertion soit rapide et de qualité. De qualité en termes d'emploi, de statut, cadre, à pas loin de 100%, aussi des niveaux de rémunération. Alors selon les secteurs d'activité, ça va être variable, mais quand même, il y a un minimum, et là aussi, la CTI, de temps en temps, peut être amenée à faire des remarques, et si on constate une insertion qui ne nous paraît pas de suffisamment bonne qualité, dire, mais est-ce que votre formation est bien ciblée, et est-ce que vous êtes sûr que voilà, il n'y a pas des évolutions, rapprochez-vous du monde professionnel. Aussi, il est important que l'école, alors les associations de diplômés jouent un rôle important dans les écoles d'ingénieurs, c'est aussi ce qui fait leur force, quelque part. C'est important, ces réseaux dans la vie des diplômés, et c'est bien que l'école d'ingénieurs s'appuie sur ces associations d'anciens pour cette activité de l'emploi des diplômés. Mais en même temps, je dirais que l'école ne doit pas totalement sous-traiter la chose aux associations d'anciens. Elle doit aussi se l'approprier, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'école, pour son évolution propre, a besoin de ces informations. Alors, les temps moyens de recherche d'emploi, dans les écoles d'ingénieurs, c'est combien sont déjà employés au moment où les jeunes ont leur diplôme, et puis au bout de 6 mois et 1 an, je dirais, non pas pour dire du mal, mais à l'université, on mesure plutôt 2 ans et demi après. Et on se satisfait d'avoir des taux de 80-90%, 2 ans et demi après. C'est pas pareil. C'est plus exigeant quand même pour les formations d'ingénieurs. Assurance qualité, alors on a beaucoup évoqué l'assurance qualité, le management de la qualité, et là on a juste centré notre propos sur un élément sur lequel on a fait porter beaucoup d'attention ces dernières années, c'est l'évaluation des enseignements par les élèves, par les étudiants. À la fois le processus, il ne faut pas que ça soit juste en fin d'année ou de semestre, qu'on demande un avis global. Il ne faut pas non plus qu'après chaque cours, on interroge l'élève. Il faut trouver la juste mesure en termes d'évaluation, les bons outils, les bons moyens de communication avec les élèves. Et puis, c'est l'autre volet important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. On évalue, c'est très bien, mais après, est-ce qu'on prend en compte comment, et par quelle voie, et comment c'est approprié par l'école, par les équipes pédagogiques. C'est relevé, alors évidemment en prenant de la distance, parce que bon, les élèves, ils évaluent, parfois ils peuvent évaluer durement ou de façon un peu biaisée, donc il faut prendre de la distance, mais en même temps, ce n'est pas une raison pour ne pas en tenir compte. Donc pour la CTI, c'est un point de l'assurance qualité important. Alors aussi, bien évidemment, la CTI va regarder qu'une politique soit en place, qu'un management de la qualité, qu'on ait analysé les processus, enfin, de façon un peu classique. Et ça, les écoles là, sur ce plan-là, n'étaient pas toutes exemplaires, et honnêtement, elles ont quand même, par ce regard que porte la CTI, je pense, évolué et continue d'évoluer sur ce chapitre depuis quelques années. Ce qu'évoquait donc à l'instant Jacques à propos des compétences de l'ingénieur, la CTI a demandé aux écoles d'entrer dans une démarche compétence, mais pour les aider, elle a commencé à définir plus ou moins ce que devait comporter une formation d'ingénieur comme objectif en termes de compétences génériques pour tous les ingénieurs. Voilà. Et donc, et pour bien montrer que les compétences, ça n'exclut pas les connaissances, on commence par là. Il faut acquérir des connaissances, bien évidemment, dans un champ qui est le champ de la formation d'ingénieur visée. Il faut mobiliser les ressources dans un champ scientifique donné, pas dans tous les champs scientifiques, et puis maîtriser les méthodes et outils
d'ingénieur, voilà, donc un certain nombre de compétences techniques générales, génériques. Aussi, il faut que l'ingénieur, c'est ce qui fait sa caractéristique intéressante de l'ingénieur, c'est que aussi il est capable de s'insérer dans un collectif de travail, dans une entreprise, de comprendre son fonctionnement. C'est ce qui fait l'intérêt et souvent la raison pour laquelle, au-delà des compétences techniques, l'entreprise va recruter un ingénieur. Et donc, voilà, c'est tout ce qui est esprit d'entreprise, relations de travail, enjeux environnementaux. Alors, là aussi, il faut trouver le juste équilibre parce qu'on pourrait voilà, passer plus de la moitié du temps en école d'ingénieur à développer ces compétences-là, mais il faut trouver les moyens, avec une économie de moyens et de temps, de pouvoir les développer de façon substantielle. Et puis, l'aspect développement personnel de l'ingénieur, pour qu'il s'insère, pour qu'il innove, entreprenne, apprenne à continuer de se former et à gérer ses compétences, à opérer ses choix professionnels. Alors, au-delà de ces compétences génériques, ce qu'utilisent les écoles d'ingénieurs, lorsqu'elles établissent le référentiel de compétences, évidemment, on leur demande de compléter en fonction de leurs objectifs propres, de leur spécialité, de leur spécificité. Et je dirais même qu'à la base, à la limite, il faudrait qu'une fois que l'école s'est bien appropriée la démarche compétences, elle le réécrive en fonction de ce qu'elle est, l'école, et des objectifs. Ce travail fait par la CTI n'était là que pour initier le processus et les aider. On est revenu sur le plan, alors ça c'est c'est le level race. C'est moi qui cause? Oui, c'est toi qui cause. Bon, je vais aller un peu. Je pense qu'il va falloir aller. On va accélérer un petit peu. Alors, le label race, donc quelques mots sur ce label. Donc c'est un label qui a été défini par un certain nombre d'agences d'accréditation qui ont l'habitude de travailler sur les formations d'ingénieurs. C'est qui ne travaillent que sur les formations d'ingénieurs. Et donc qui est le résultat d'une convergence internationale, aussi des convergences, des compromis entre différentes agences, sur deux points, deux piliers, qui sont un peu le contenu du référentiel RACE. D'une part, ce qu'un ingénieur diplômé est censé savoir et savoir-faire, c'est ses acquis de formation, comme on a vu dans le référentiel CETI. Et puis d'autre part, sur la capacité du système d'enseignement à, effectivement, délivrer ces acquis de formation visée, c'est-à-dire, finalement, la démarche d'assurance qualité des institutions. L'assurance qualité, c'est quand même être capable de vérifier que l'on fait ce qu'on veut faire. Alors, je passe rapidement. Donc, le label RACE, c'est un label qui est listé par la Commission européenne comme faisant partie des labels de qualité européens. Et il garantit la qualité d'un diplôme d'ingénieur et sa pertinence comme point de départ à une insertion professionnelle. Alors, tout en assurant, évidemment, la qualité académique et scientifique, on va revenir un peu dessus, et puis sur la cohérence avec les évolutions et les besoins de la profession d'ingénieur. Alors, comment ça se passe? Donc, structurellement, il y a une association, réseau ENA2E, un réseau européen qui est donc constitué par des agences d'accréditation, qui a son bureau, et qui s'appelle ENA2E, qui autorise des agences d'accréditation nationales, donc comme la CTI, comme peut-être il y a droit un jour, comme la ZIN, enfin vous avez vu toute la liste des agences ce matin, à délivrer le label RACE à des formations, à des diplômes d'ingénieurs qui peuvent être au niveau bachelor, au niveau master. Vous savez que les anglo-saxons, pour eux l'ingénieur c'est un bachelor, alors que pour nous c'est plutôt un master. Donc ce n'est pas ENA2E directement qui délivre le label, il autorise des agences à délivrer ce label, et c'est d'ailleurs pour ça que les agences qui délivrent le label sont
régulièrement auditées par les maîtres d'œuvre pour vérifier qu'elles ne dévient pas des objectifs. Donc, et dans les critères d'attribution du label EURACE, il y a deux piliers. Le pilier qui est pilotage de la formation, et en particulier donc, gouvernance, assurance, qualité, et là on fait explicitement référence aux ESG, et puis un pilier qui est les acquis de formation. Alors les ESG c'est général, c'est générique, toutes les formations supérieures, qu'elles soient en droit, en sociologie ou en ingénierie, doivent normalement respecter les ESG. Et puis, ce qui est spécifique, plus spécifique à EURACE, évidemment, ce sont les acquis de, une définition des acquis de formation de la formation, qui, elles, sont effectivement spécifiques ingénieurs, hein, donc les connaissances, niveau de compréhension, compétences, aptitudes d'un ingénieur. Alors, quand vous prenez le référentiel EURACE, et là aussi, donc, les EAFSG, qui sont les lignes directrices du label EURACE, les agences francophones en ont fait une traduction en français, donc on vous l'a mis dans le dossier. Hein, et je remercie les organisateurs d'avoir mis ces documents un peu volumineux dans le dossier, mais c'est quand même très intéressant. Bon, il y a une part des exigences ou des encadrements des nombres de CTS, par niveau bachelor et master, parce que là aussi, selon les pays, on peut avoir le bachelor en 4 ans, en 3 ans, etc. Donc, il y a quelques petites choses comme ça. Il y a le cadre des acquis de formation, il y a des règles sur le pilotage de la formation, et puis des références et lignes directrices pour les agences d'accréditation. Donc ça peut intéresser pourquoi, si vous le souhaitez, effectivement, être accrédité à délivrer le label. Alors, sur les acquis de formation, il y a 8 domaines hein, qui sont spécifiés dans le référentiel EURACE. Connaissance et compréhension, analyse technique, conception technique, études et recherches, pratique de l'ingénierie, prise de décision, communication de travail en équipe et apprentissage que tout le monde a dit. Alors, chacune de ces rubriques fait l'objet d'une description un peu détaillée. Alors, au niveau bachelor et au niveau master, nous on ne s'occupe que du niveau master, hein, puisque l'ingénieur français est au niveau master et pas du tout au niveau bachelor. Donc, je vais juste quelques mots-clés qu'on va juste très rapidement balayer, hein, de toute façon vous avez le texte complet. Hein. Connaissance et compréhension, c'est en particulier connaissance des mathématiques, des sciences de base, des disciplines d'ingénierie, éventuellement plus spécialisées. Hein. L'analyse technique, c'est être capable d'analyser un dispositif dans des contextes souvent pluridisciplinaires, hein, des problèmes techniques. Est capable de résoudre des problèmes techniques complexes, pas familiers, pas entièrement définis. La conception technique, donc être capable de développer, maîtriser des outils de conception, hein, d'intégration là aussi de connaissances diverses pour un objet ou une structure ou un processus ou un procédé industriel. Les études et recherches, vous voyez, donc c'est assez détaillé, mais on voit bien les recherches bibliographiques, les consultations de bases de données scientifiques, réalisation de simulations, des choses comme ça. Donc c'est une ouverture un peu vers ce qui n'est pas connu, puisqu'il reste à concevoir, les connaissances et compréhensions. Attendez, j'ai défilé dans le mauvais sens. La pratique de l'ingénierie. Oui, donc connaissance de techniques et méthodes d'analyse, des compétences pratiques, y compris informatiques, voilà. La prise de décision, hein, qui quand même beaucoup gérer de la complexité, réfléchir sur les implications sociales et éthiques de ces décisions, hein, être capable aussi de définir des stratégies, de se mettre dans une stratégie. La communication et le travail en équipe. Alors, dans la communication, vous voyez qu'on insiste un peu, peut-être un peu moins qu'à CTI, sur les contextes nationaux et internationaux. Mais donc, voilà, être capable de s'insérer dans des milieux et dans des contextes de travail assez différents. Et puis, l'apprentissage tout au long de la vie. C'est savoir mesurer ses capacités, ses connaissances, et savoir mesurer ce dont on a besoin
et compléter ses connaissances pour aller plus loin. On n'a jamais fini sa formation d'ingénieur, je pense que tous ceux qui sont ingénieurs ici le savent bien, et en particulier lorsqu'on est dans la... y compris lorsqu'on est dans l'enseignement supérieur. Alors, j'ai peut-être débordé sur... Je termine, hein, parce que comme ça, on a... voilà. Donc, si vous comparez nos deux produits phares, hein, qui sont l'admission par l'État et par Race, les quelques différences. D'abord, l'admission par l'État doit être demandée par le gouvernement du pays concerné. Si vous souhaitez pour votre formation qu'elle soit admise par l'État français, il faut que ce soit une démarche à la base du gouvernement tunisien vis-à-vis du gouvernement français. Ça, c'est la différence peut-être la plus structurelle, la plus fondamentale. Hein, parce que c'est écrit dans la loi française. Voilà. Alors que le REIS, bien sûr, on a le droit de délivrer à un certain nombre des établissements. Ensuite, dans la procédure de traitement du dossier par la CTI, c'est exactement la même. Donc, même si vous demandez EUREIS, nous vous demanderons de faire un dossier en suivant le plan des critères majeurs de la CTI. Tout simplement, objectivement, tout simplement parce que nous, ça nous simplifie la vie. On est très habitués à avoir des dossiers présentés sous la forme CTI. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous de les analyser. Et on sait très bien ensuite aller chercher dans ce dossier, selon les 6 critères de ARF, ce qui est pertinent pour un dossier EUREIS, si vous ne demandez que REIS. Une différence qu'il faut bien comprendre, c'est que l'admission par l'État est quand même plus exigeante que REIS, ne serait-ce que parce que REIS, ça a été finalement un compromis entre agences d'accréditation, hein, alors que sur l'admission par l'État, c'est nous, CTI, qui définissons nous-mêmes les critères. Hein. Alors, en particulier, les choses, hein, les critères CTI décrivent non seulement des résultats d'apprentissage, mais aussi des moyens d'acquérir ces résultats. Hein. On va exiger des stages, même si ce n'est pas les 28 semaines, on exigera qu'il y ait du stage. Même pour Oreille, si vous n'avez pas de stage, on vous dira quand même qu'il y a un souci sur... Enfin, il faut vraiment que vous trouviez les moyens de prouver les capacités à s'insérer au milieu professionnel, etc. C'est pas forcément très, très évident. Hein. On demande aussi des choses très intéressées sur tout ce qui est innovation pédagogique, la diversité des formes pédagogiques. Alors, c'est pas écrit dans EUREIS, c'est écrit dans les critères CTI. Ceci dit, même quand vous prenez les critères EUREIS, quand vous essayez de les mettre en œuvre et de les trouver, vous voyez que vous découlez un peu naturellement sur ces choses-là. On a quelques exigences plus précises, hein, par exemple, pour le grade de master, pour nous, c'est 300 ECTS après l'enseignement supérieur. À un niveau linguistique minimal et chiffré en termes de niveau, en ce qui concerne à la fois le français pour les étrangers et l'anglais pour tout le monde, le B2. Donc les deux démarches pour nous sont extrêmement proches. On peut être effectivement... il nous est arrivé de donner EUREIS à des formations auxquelles on ne donnait pas, on refusait l'admission par l'État. Ça peut arriver, ça veut bien dire que EUREIS est quand même un petit peu moins exigeant. Ceci dit, c'est un très bon label quand même. Hein, si vous demandez que EUREIS, je pense que vous avez aussi des raisons particulières. L'avantage de EUREIS, c'est aussi que c'est une reconnaissance européenne, alors que l'admission par l'État, c'est une reconnaissance française. Ensuite, en termes de publicité qui est faite autour, les formations admises par l'État sont listées chaque année dans un arrêté qui reprend toutes les formations d'ingénieurs accréditées en France. Hein. Donc ça passe au journal officiel. Les formations bénéficiant de la label EUREIS, elles se trouvent sur le site de NAVE, mais on les trouve sans trop de difficulté aussi. Alors, un dernier point sur lequel je voulais comparer, parce que c'est le projet entre la CTI et ACOA sur le développement un peu des accréditations en Tunisie, mais éventuellement plus loin aussi. Le point de départ a été, d'une part, d'abord les nombreuses demandes d'établissements tunisiens pour obtenir le label EUREIS.
Alors, je rappelle que nous ne sommes que 32 membres, avec déjà un calendrier extrêmement contraint par notre mission fondamentale, qui est l'accréditation des formations en France. Hein, et vu qu'elle est périodique et qu'en plus on a restreint la périodicité de 6 à 5 ans, vous imaginez que ça nous fait du boulot supplémentaire. Plus la Belgique ces derniers temps. Plus la Belgique, alors je peux vous dire que en effet ça m'a pris mais, un boulot fou. Et alors, quand vous travaillez en collaboration pour la forme Belgique avec l'agence du pays concerné, il faut parfois conduire à des référentiels conjoints qui, entre le début et la fin des accréditations Belgique, à chaque fois c'est 3 ans. 3 ans de boulot. Pas plein temps, c'est cool. En même temps, on se dit que, bien sûr, on est accrédité à délivrer le label OREX, mais on n'est pas forcément les plus légitimes à délivrer le label OREX dans tous les pays du monde. Même si, bon, en Tunisie, on est réunis par la francophonie, hein, mais vous avez vu que la AQ suisse est aussi en partie francophone, fait partie de REX. Et on s'est dit que c'était... qu'il y aurait quand même un grand intérêt. Alors l'idée est partie il y a un peu plus d'1 an avec Maurice, on avait été, certains on se rappelle qu'on avait eu une présentation à l'élite, mais on avait aussi rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur à l'époque. On avait dit, mais finalement, est-ce qu'il ne serait pas logique que la Tunisie prenne en charge elle-même son accréditation? À l'époque, l'IACUA était un peu dormant, c'est ce que j'avais compris, et s'est réveillé, mais on avait un peu imaginé une CTI tunisienne, en quelque sorte. Et donc, on a eu, au moment du colloque de la CTI en février, un moment de discussion avec le professeur Attial et puis des représentants du ministère et de l'ambassade de France. On a dit, finalement, puisque l'agence tunisienne se met en place, eh bien, une façon de travailler intéressante et logique serait que la CTI, avec son expérience, et 83 ans d'expérience, ses accréditations REIS, etc., fasse un peu d'accompagnement, du coaching de l'IACUA pour l'amener à pouvoir délivrer elle-même des labels, à faire des certifications de qualité sur des formations d'ingénieurs. On a bien vu le référentiel IACUA hier. Je pense que, nous sommes convaincus, parce que nous sommes CTI, qu'une formation d'ingénieur, ça ne se dit pas tout à fait de la même façon qu'une formation en droit public. Et que le côté professionnalisant en particulier, ça suppose des choses tout à fait spécifiques. D'ailleurs, le label REIS c'est un label spécifiquement ingénieur. Donc, on a signé une convention entre nos deux agences qui vise un peu à cela, à cet accompagnement de votre agence pour pouvoir faire de l'assurance qualité sur les formations d'ingénieurs en Tunisie. Alors ça a commencé là déjà, puisque dans les audits que nous allons faire en Tunisie, donc Esprit, Subcom et ENIT, nous avons demandé à quoi de désigner des observateurs tunisiens, et en faisant bien attention à ce qu'à chaque fois il y ait un observateur académique et puis un observateur du milieu professionnel, proposé dans certains cas par l'UTICA, par l'ordre des ingénieurs, voilà, de façon à avoir cette parité, parce que je pense que s'il y a un message qu'on essaie de nous faire passer, c'est que c'est fondamental, la parité dans les audits, dans les discussions. La parité toujours académique, milieu socio-professionnel. Nous inviterons aussi un représentant de l'IACUA, que vous de choisir, à assister à la plénière qui traitera du dossier, de sorte à ce qu'il puisse y avoir un suivi de l'ensemble du processus jusqu'à la plénière et comment se fait la décision. Nous inviterons des experts tunisiens, là aussi, il y a quoi de définir qui devrait, mais à participer aux sessions de formation des experts de la CETI, parce que nous avons un certain nombre d'experts, nous les formons régulièrement, et même les membres d'ailleurs, il faut les former, parce que donc on a des sessions régulièrement prévues. Voilà, et je pense que ça peut être un point important de discussion.
Alors, pour aller plus loin, quelques sites et quelques références importantes. Bon, le site de la CTI, CTIcommission.fr. Sur ce site et dans la rubrique fonds documentaires, vous allez trouver en particulier références et orientations, qui sont un peu notre Bible. Alors, c'est une Bible, enfin, qui se remet à jour régulièrement. C'est pas... le site de NA2E qui a trait au label Race, où vous trouverez en particulier la liste des établissements bénéficiaires du label, des formations bénéficiaires du label. Le site d'ENCOA, qui est l'association qui finalement nous accrédite aussi et qui veille au respect des ESG. Et puis un autre site intéressant qui est FracSup. FracSup, c'est tout neuf, enfin ça date d'il y a 2-3 ans. C'est en fait simplement un réseau francophone qui réunit des agences francophones d'accréditation de la qualité dans l'enseignement supérieur. Alors FracSup actuellement, il y a en France la CTI et la HCVRS. Il y a l'agence belge, la EQUES, la AQ suisse, il y a une agence sénégalaise, québécoise, et moi je pense qu'on peut aussi inviter à venir rejoindre ce réseau. En particulier, parmi les résultats tangibles du réseau, vous avez ces traductions des ESG et des règles et des référentiels Race en français, qui sont quand même un outil très très utile, parce que même si on demande B2 à tous nos ingénieurs, et si je pense qu'on a à peu près de niveau B2, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler sur un texte en français que sur un texte en anglais. Vous pourrez faire une traduction en arabe aussi, ça serait pas très mal. Voilà. Mais on essaye effectivement comme ça d'avoir des réseaux aussi. L'intérêt de ces réseaux, c'est qu'on essaye toujours d'avoir dans nos audits des experts internationaux, et c'est une source d'experts internationaux qui en plus ont l'avantage d'être francophones, parce que voilà, le problème c'est bien beau, on a aussi des conventions avec la BEC, mais voilà. Trouver un Américain qui parle français pour venir éviter une école française, c'est pas évident. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que la traduction est bonne. C'est Google.